On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir une entrepreneure d'ici qui se lance dans le cuir végétal à base de résidus de pommes. Mais d'abord, parlons d'immobilier. Elle a passé sa carrière dans le domaine, 52 ans, Nadine Réon. Prendre sa retraite, ça arrive à tout le monde. On va tous passer par là, mais quel est le chemin qui nous amène vers la décision de la retraite? Surtout quand on est dans le monde des affaires, dans le monde de l'immobilier, on est un peu travailleur autonome, on est un peu le maître de notre destin sur notre choix de quitter ou non. Et quand même, dans son cas à elle, c'est 52 ans, je dis bien 52 ans dans le domaine de l'immobilier. Nadine Réon est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bien, bonsoir. Pourtant, l'air si jeune, 52 ans, vous avez commencé à quel âge? Bien, écoute, j'ai 74 ans, alors c'est assez facile de faire le calcul. Pourquoi choisir maintenant? Pourquoi pas il y a 2 ans ou dans 2 ans? Pourquoi maintenant? Bien, parce que, écoute, à un moment donné, il faut quand même en arriver là, c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est un peu la situation actuelle aussi de l'immobilier qui a fait en sorte que c'est moins le fun de faire de l'immobilier en ce moment. Donc, ça, je pense que c'est une décision qui fait que la situation étant ce qu'elle est, la bulle immobilière et tout ça, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie, après 52 ans, à mon âge, de continuer à me battre de cette façon-là et de rendre finalement des gens, je pense, insatisfaits un peu, parce que quand tu te retrouves à vendre une propriété où tu as 25 offres d'achat en même temps, c'est sûr qu'il y en a 24 qui ne sont pas contents. Donc, ça, je pense que c'est le petit plus qui a fait... Déclencheur. Oui, c'est l'élément déclencheur pour moi, oui. Petite parenthèse, là, ce qu'on vit en ce moment dans l'immobilier, avez-vous déjà vécu ça ailleurs dans vos 52 années? Oui, quand même, oui. On a eu quand même une période où les taux d'intérêt dans les années 80, où les taux d'intérêt sont montés à 22 %. Et là, c'était la situation inverse évidemment. Mais à ce moment-là, ça a été de courte durée. Donc, on n'a pas vécu les mêmes choses. C'est unique, là. C'est unique. C'est unique ce qu'on vit, là. C'est unique et c'est inquiétant en même temps. C'est inquiétant parce que finalement, on s'aperçoit que nos jeunes ne peuvent plus penser à s'acheter une propriété actuellement. Les prix sont fous. Les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Il y a une compétition, ça n'a vraiment aucun sens qu'elle existe. Et je pense que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, je pense qu'on a un travail à faire à ce niveau-là. Et ça me fatigue un peu. Ça me fatigue de voir que finalement, aujourd'hui, on décide de prendre une maison en vente, d'attendre une semaine avant de permettre aux gens d'aller la visiter, de se retrouver finalement de dire on ouvre les visites sur 48 heures. Tu as 15 minutes pour aller visiter ta maison. Go, 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 go. Et tu dois prendre ta décision. Ça, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais été une personne à pression, donc je ne me sens pas bien dans cette période-là. Et la finalité des transactions avec des périodes de surenchère? Oui, oui. Ça, c'est particulier, là. C'est très particulier. On sait très bien qu'une maison qui vaut 300 000 et que tu vends 400 000, les pauvres clients qui vont devoir la revendre dans quelques mois peut-être à cause d'un transfert, d'un divorce ou peu importe, comment vont-ils se sentir? Et nous, en tant que professionnels, comment on va se situer dans ça? Ouais. Ça me plaît pas. Je peux rien faire, mais ça me plaît pas. Je comprends. Ouais. Aviez-vous quand même commencé à ralentir un peu dans les dernières années? Oui, ben j'ai commencé à ralentir, bien sûr, le jour où j'ai vendu quand même mon entreprise. Ça fait déjà quand même quelques années, 6 ans. Donc là, évidemment, je faisais plus de gestion, je faisais plus d'administration. Donc, je me consacrais tout simplement à ma clientèle et je n'avais gardé que mes vieux clients, mes bons clients, mes habitués. C'est que l'avantage qu'il y a quand tu fais de l'immobilier pendant autant d'années, c'est que finalement, tu es rendu à la 3e et même 4e génération. Donc, c'est facile finalement de conserver cette clientèle-là. Non.
Et ça, c'est le côté qui me fait un peu de peine d'arrêter. Mais Mais Dieu vous merci. n'arrêtez pas complètement. Pas complètement. Parce que là, l'un de vos deux enfants, votre fille, Oui. en l'occurrence, est dans Caroline, l'immobilier. oui. Donc, elle va continuer Oui. et vous allez l'aider un petit peu, Un là. petit peu, c'est ça. Je vais devenir son adjointe. Donc, je pourrais un peu m'impliquer. Pas de la même façon, C'est bien clair. sûr. Mais je coupe pas les ponts complètement. Bon, revenons en arrière. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu courtier immobilier ou peut-être qu'à l'époque, on disait agent d'immeuble? Ouais. C'était ça le terme. Comment vous êtes tombé dans l'immobilier il y a 52 ans? Bon, j'ai acheté ma première maison. J'ai rencontré Guy Normand à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de courtiers en immobilier ou d'agents immobiliers. Et Guy Normand était le courtier qui avait inscrit cette maison-là sur la 15e avenue à Iberville, pour ne pas la nommer. Et Guy me trouvait un peu fatigante dans mes questions. Je m'interrogeais sur toutes choses de choses par rapport à l'immobilier. Et il me dit tout simplement, il dit, toi, tu devrais faire de l'immobilier. Et ça a été l'élément déclencheur. C'est grâce à lui, finalement. Vous faisiez quoi avant? Ben, rien, à 22 ans, tu fais pas grand-chose. J'étais arrivée de France. J'avais étudié en coiffure, donc c'était vraiment pas du tout ce que j'aurais dû m'orienter de faire, l'immobilier. Mais finalement, c'est arrivé comme ça. Donc, j'ai suivi une formation, j'ai suivi mes cours, j'ai suivi des cours, je suis retournée à l'université parce que je voulais avoir un jour mon propre bureau. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais c'est vraiment grâce à Guy Normand qui m'a accueilli les bras ouverts dans la profession et dans la famille aussi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque? Non. Non, je pense que j'étais la 2e ou la 3e au Québec. Ah oui, à ce Oui, point-là. oui. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Alors, j'avais tout contre moi. Moi, j'étais immigrante, j'arrivais de France. Je parlais avec un accent du sud de la France assez fort à ce moment-là. Il s'est donc, atténué avec les années. un peu. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Donc, j'avais tout contre moi. Ouais. Et finalement, peut-être parce que j'étais inconsciente en même temps, l'inconscience de la jeunesse et tout ça. Moi, je ne voyais pas ces différences-là. Je ne les voyais pas. Finalement, j'ai foncé là-dedans et je pense que j'ai réussi assez bien. Et, Est-ce qu'il y avait des clients parfois qui étaient, pas craintifs, qui disaient « Ah, quoi? C'est une femme qui va vendre ma maison? » Je ne sais pas, aviez-vous ce genre de réaction-là un peu, Ça un m'est peu arrivé plate, là, mais... une fois. Ah, pas plus, OK. Non, une fois. Une fois, je me souviens avoir pris un rendez-vous chez un couple et que le monsieur m'a dit « Vraiment, je suis désolée, mais moi, je ne ferai pas affaire avec une femme. Ah, ouais. Une fois, ça m'est OK, arrivé. bon. Une fois Donc, de trop, mais quand même bon, une fois mais que... non, mais bon, c'est pas si mal. Les mœurs sont changées avec le temps, et tant Une mieux. chance. Mais qu'est-ce qui fait qu'au-delà de devenir courtier immobilier, que vous êtes ultimement devenu propriétaire de votre propre entreprise ou propriétaire de la franchise? Parce que c'est un peu ça, chez Royal Lepage. Oui, mais j'avais mon bureau avant de devenir propriétaire de la franchise. J'ai acheté la franchise de Royal Lepage en 98, alors que j'avais déjà mon bureau quand même depuis 87. Pourquoi? Ben, écoutez, je pense que c'est tout simplement de l'ambition personnelle au départ. Puis aussi parce que on m'a toujours dit que j'avais un petit peu le portrait d'une maîtresse d'école. Donc, j'ai aimé ça, participer à cet apprentissage-là, montrer aux autres ce que j'avais pu apprendre. Et je pense que c'est en moi, ça. Là, Faisons un peu de pédagogie. Dans le fond, quelle est la différence entre une personne qui est courtier immobilier et la personne qui est propriétaire de la franchise et qui est aussi courtier immobilier? C'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que tu fais 2 jobs. C'est ça, hein? Déjà au départ. Moi, j'en ai fait 2 pendant de nombreuses années parce que dans ce temps-là, si tu n'en faisais qu'une, c'est-à-dire que si tu faisais juste gérer tes courtiers ou tes agents, ben, tu n'arrivais pas à payer les factures. Donc, il fallait faire les 2. Et ces années-là, surtout dans les années 80, tu n'avais pas le choix que de faire 2 jobs. Moi, je ne me souviens pas avoir terminé des journées en bas de 11h et minuit tous les soirs pendant des années. Après ça, ben, j'ai continué par plaisir parce que j'aimais ça. J'aimais ça. Évidemment, j'ai diminué un petit peu au niveau du nombre de clients dans la vente pour me
me consacrer beaucoup plus à mes courtiers parce que j'en avais quand même une bonne soixantaine. Donc, c'est beaucoup de travail. Et je pense que les courtiers, si tu veux les garder avec toi, il faut que tu t'en occupes. Il faut qu'ils sentent que tu es disponible. Et j'ai toujours essayé de faire ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a 25-30 ans, puis c'était peut-être le regard qu'on avait à l'époque, mais on disait, dans le monde des agents d'immeubles qu'on disait à l'époque, c'est la règle du 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 20 des agents qui font beaucoup de sous, puis il y a 80 des autres qui ramassent les autres clients. Autrement dit, on appliquait un peu la règle du 80-20 parce qu'il y a quand même beaucoup de courtiers. Puis là, ça dépend, il y a des périodes où il y a plus de propriétés à vendre, où il y a plus de clients. Quel est le regard que vous portez sur le nombre de courtiers que nous avons actuellement, là? C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Et c'est sûr qu'ils ne font pas tous beaucoup d'argent non plus. Ouais. Est-ce que c'est le 80-20? Peut-être pas tant que ça. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que pour faire de l'argent, il faut travailler. Ouais. Et si on pense rentrer dans l'immobilier, puis que tout va se faire tout seul, c'est pas vrai. Ceux qui réussissent, moi, je leur lève mon chapeau parce que je sais qu'ils y mettent beaucoup Il y de a des temps, heures. beaucoup d'énergie. Parce que parfois, on en voit là, des jeunes là, dans la jeune ou mi-vingtaine, début trentaine, qui arrivent avec des nombres records de transactions, Effectivement. mais en même temps, jour, soir, nuit, fin de semaine, le Il y a téléphone plus n'est de jamais vie. très loin, là. Il n'y a plus de vie privée. C'est ça C'est le ça. problème. C'est qu'il n'y a plus de vie privée. C'est que quand tu travailles des 12, 13 heures par jour, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui... Mais c'est le Tu manques sacrifice à la à faire oui. pour faire sa place dans l'industrie, Oui, malheureusement. oui. Alors, idéalement, c'est d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfants. Ou alors Pour d'être le premier bien 10 ans, entouré. quoi? Pour le premier 10 ans? C'est ça. Ou d'être bien entouré. C'est un très bon conseil. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont nous regarder aujourd'hui. Ils vont dire, ouais, OK, je vais repenser à mon affaire un peu. Mais question un peu hors contexte, mais pourquoi vous êtes arrivé de la France? Ah, ça, c'est vraiment... D'abord, j'en ai pas le mérite. Hein? Moi, je me suis mariée jeune. Hein? J'avais 18 ans à peine quand je me suis mariée. Et c'est mon beau-père qui avait un peu des idées de voyage, de grandeur, de changement. Donc, qui prend mari, prend pays. Donc, j'ai suivi, tout simplement. OK. J'ai suivi. Tu sais, moi, dans ce temps-là, j'avais 20 ans. Donc, je me posais même pas la question. Je devais suivre la famille et le mari, tu sais. Même si j'avais beaucoup de peine de quitter la mienne, finalement, tu sais. Mais je me suis faite assez vite. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu des gens extraordinaires. C'est la famille Normand, la famille Thibodeau. Ça m'a tellement aidée à aller de l'avant, pas seulement dans ma profession, mais aussi dans la vie familiale. Et comme j'ai toujours travaillé fort dès le début, j'ai toujours eu les moyens de retourner chez moi souvent. Donc, j'y retournais 1 ou 2 fois par année. Donc, je me suis habituée très Là, vite au final, Québec. Vous allez avoir passé plus d'années au Canada qu'en France. Ah, bien, bien sûr. Évidemment. Bien sûr, moi, je suis québécoise à 100%, là. Nadine Réon, merci beaucoup. Bonne retraite ou semi-retraite ou début de retraite. Merci, mais bon, Éric. c'est une retraite quand même. Merci, c'est gentil de m'avoir accueilli. Reste Merci. avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, et il a laissé parler son talent, ce grand artiste ici à Saint-Jean, mais maintenant il gratte la guitare. Absolument. Christian Sbroca est avec nous pour une émission complète. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Au cours des derniers jours, des dernières émissions, on vous a présenté de nouvelles entreprises qui ont été désignées lauréates dans le cadre de ce défi Ose entreprendre, dans le volet, entre autres, création d'entreprises. Et c'est le cas de l'entreprise qu'on vous fait découvrir aujourd'hui et son entrepreneur, Fanny Laroche, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me Là, on recevoir. parle de Flora, cuir végétal. Oui. Bon, question toute simple. Comment un cuir peut-il être végétal?
Bien, en fait, c'est une très bonne question. C'est un textile qui est fait à partir de résidus alimentaires. Dans notre cas, on travaille à partir de la pulpe de pomme. Donc, les cuirs véganes, on la cote depuis plusieurs années déjà. On en voit beaucoup en boutique. Il faut savoir que ces cuirs-là contiennent beaucoup de résidus de plastique à usage unique. C'est pour ça que nous, dans Flora, on tenait vraiment à ce que le cuir végétal apparaisse parce que pour se dissocier du cuir végane, que je veux dire la version 1.0, nous, on travaille vraiment à partir de résidus alimentaires. Donc, on travaille dans le cadre d'une économie circulaire. Et donc, présentement, c'est la pulpe de pomme. Bon, comment as-tu découvert ça? Comment c'est arrivé dans ta vie? Un peu par hasard. En fait, moi, je suis végétalienne depuis plusieurs années déjà. Et je suis styliste de formation. J'ai toujours aimé le cuir, mais j'avais un énorme malaise avec le cuir animal depuis quelques années. Et j'essayais de trouver des alternatives à ce textile-là que j'aime beaucoup. C'est un peu par hasard que je suis tombée sur une fille au Danemark qui avait commencé sa start-up et elle fabriquait un cuir de pomme. Étant de la Montérégie, c'est sûr que j'ai fait « qu'est-ce qu'on a là? » Je suis allée fouiller davantage et, bon, au Québec, on est un peu en retard à ce niveau-là, mais il y a plusieurs pays qui ont déjà emboîté le pas. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à découvrir là. Alors, je me suis associée à un chimiste avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, puis on est en train de développer notre propre formule. Et comment ça marche? Comment on peut, avec des résidus de pommes, fabriquer un cuir? Oui, on est dévoiler encore la formule magique, oui, c'est là. ça. Puis on est encore en R&D, Ouais. donc j'ai pas la formule finale non plus dans la tête. Mais nous, on travaille avec des vergers à Saint-Grégoire, Charbonneau, pour ne pas le nommer, qui nous fournit de la pulpe. Donc, eux autres extraient le jus et ils ne font rien avec cette pulpe-là. Donc, elle est non valorisée. Donc, nous, on la récupère, on ajoute des polymères, on va ajouter des bioplastiques pour donner le fini plastifié au cuir, bien entendu. Et au final, on fait cuire ça sur des grandes plaques qui vont éventuellement devenir des rouleaux. Puis c'est de cette façon-là qu'on va produire notre cuir. Est-ce que c'est unique au Québec en ce moment? En ce moment, oui. Il y a des designers qui ont commencé à travailler le cuir de pomme. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je reçois des appels de plus en plus fréquemment de gens qui veulent s'approvisionner localement, mais présentement, ils importent le cuir. Donc, au Québec, il n'y en a pas encore. Bon, là, tu as amené quelques produits. Oui. C'est sûr qu'à la télévision, on ne peut pas le toucher. Mais je prends l'exemple ici de ce Oui. gros sac ou sac à main, ou appelez ça comme vous voulez. Oui. C'est où on voit, bon, la texture, je ne suis pas un grand connaisseur, mais on voit que c'est de la qualité, on voit que c'est Oui. solide, Mais on là, voit que c'est ce résistant. sac-là, c'est une designer québécoise qui s'appelle Elisa C. Rosso qui fabrique des cuirs de pommes, des sacs en cuir de pomme, c'est-à-dire depuis 1 an ou 2 déjà. Donc, c'est assez nouveau. C'est quand même du haut de gamme. C'est doublé, donc c'est 2 épaisseurs de cuir de pomme. Mais c'est magnifique. C'est anti-égratigneux. C'est beaucoup plus résistant C'est que du plus cuir résistant? animal. Oui. Oui. Et c'est hydrofuge. Donc, aussi, contrairement au cuir animal, il résiste très bien à la pluie, à l'eau. Autre produit Oui. ici sur la table, bon, un plus petit format. Oui, c'est ça. Encore une fois, fait avec du cuir Cuir de de pomme. pomme, oui. Compagnie de Toronto qui fabrique des petits sacs en cuir de pomme. Des plus petits et des plus gros, mais celui-là est un plus petit portefeuille. Donc, encore une fois, on voit c'est une autre texture. C'est doublé simple, mais c'est super malléable et haut de gamme aussi. Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher, le même prix? C'est comparable, c'est une bonne question. C'est comparable à un cuir traditionnel relativement haut de gamme. Donc, on n'est pas dans la cuirette, c'est sûr, Oui. mais fait qu'on rentre dans une industrie du textile relativement haut de gamme, oui. Bon, ce que tu as amené ici, c'est quoi? Ce sont des Oui. échantillons. Ça, c'est le dernier échantillon qu'on a réussi ça, à c'est produire. rigide, là. Oui, c'est ça. Celui-là, il n'est pas final, bien entendu. OK. Mais ça va ressembler un peu... En fait, c'est jusqu'où on a été capable de se rendre version in-house. Là. Donc, ce qu'on a fait maison dans nos cuisines. OK. Et les autres, ce sont des échantillons qui Qui sont plus existent. souples. Oui. C'est des échantillons du Danemark, ceux-là. Donc, ceux que j'ai commandés. Et c'est ce vers quoi on essaie de se rendre. Puis là, on peut mettre la couleur qu'on On veut. peut mettre la couleur qu'on veut. Et autre point intéressant, nos teintures se veulent végétales également. Donc, ça aussi, on est en train de développer nos propres sets de couleurs parce qu'on ne veut pas utiliser des tannages chimiques. Donc, on est vraiment, nous, on veut essayer d'être le plus naturel, biosourcé, transparent, minimaliste possible. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser des textures qui sont à base de végétaux, principalement de légumes. Donc, la betterave, l'oignon font partie de nos idées qu'on va essayer de développer, oui. Bon. Ça fait combien de temps que Flora existe? Ça va faire 2 ans. En fait, début pandémie, là, ça commençait à mijoter dans ma tête et je dirais qu'à l'automne, on a commencé à se structurer tranquillement.
Bon, et c'est quoi l'avenir ou les ambitions de cette entreprise-là? Bien, il y a 3 marchés qu'on vise. Étant donné que je suis styliste, c'est sûr que le marché du textile destiné au marché de la mode fait partie de nos premiers marchés qu'on veut attaquer. Il y a également le design intérieur, parce que tout ce qui est sofa en cuir, d'ailleurs, il y a des détaillants à Montréal qui ont commencé à vendre des sectionnels en cuir de pomme. Donc, ça existe, mais encore une fois, ils s'approvisionnent ailleurs. Et on sait que l'approvisionnement local est important, c'est avec les pénuries qu'on connaît depuis quelques années. Donc, le marché du design intérieur aussi fait partie de nos premiers marchés. Et éventuellement, quand on va être un peu plus grand, on aimerait beaucoup attaquer le marché de l'intérieur des automobiles écologiques. Oh là là! OK, Tesla c'est fait un gros, là. modèle Ouais. en cuir de pomme, d'ailleurs. Ah oui. Oui, donc c'est commencé. Comment tu te vois, toi, là-dedans? Parce que tu le dis, oui, végétalienne, de l'autre côté, styliste, mieux connue à l'époque peut-être sous le nom de l'ashkénazar. Oui. Ça va peut-être rappeler des choses aux gens. Là, tu tombes dans un autre domaine complètement. Oui, complètement. En fait, Ose Entreprendre nous a beaucoup aidé à nous structurer, d'ailleurs, dans le cadre du dépôt du concours. C'est sûr que c'est pas le même chapeau entrepreneurial que j'ai l'habitude de porter. Donc, j'ai eu vraiment à me repositionner tout autrement, à me reposer des questions différemment, à remonter un plan d'affaires qui est complètement différent. Le secteur manufacturier, c'est quelque chose que je connais pas, mais que là, tranquillement, là, j'apprends à connaître. C'est ça, où on se voit, nous, on se veut détaillant et fabricant. Les deux. Les deux. Donc, on veut pas fournir le produit fini, quoique, bon, c'est jamais éventuellement, parce que j'ai 1 million d'idées en tête, mais on veut principalement distribuer et le fabriquer. Sinon, l'avenir nous le dira, parce que présentement, en fait, le projet me tient tellement à cœur, puis c'est plus qu'un projet d'affaires, c'est une mission pour moi. J'ai vraiment envie d'aller explorer ce qui se fait ailleurs, ce qu'on ne fait pas encore. On parle de pulpe de pomme pour l'instant, mais il n'est pas dit qu'éventuellement, on ne travaillera pas d'autres résidus alimentaires dans le cadre d'en faire des textiles intéressants. Ce que je porte présentement, moi, c'est du polyester recyclé. Il existe une panoplie de trucs qu'on pourrait essayer de développer. Bien là, je parle encore de vêtements parce que ça va de soi pour moi. Mais il y a un paquet de textiles qui pourraient être découverts ou recyclés ou réutilisés. Puis je pense que c'est un avenir qu'il faut qu'on creuse un peu. Donc, si on dit qu'on veut toucher à la fois le côté détaillant, le côté manufacturier, est-ce à dire qu'on veut s'enligner vers une boutique en ligne avec différents produits offerts? Bien, peut-être. On avait pensé la boutique en ligne, nous, dans notre développement, dans le cadre d'une campagne de sociofinancement, peut-être. Okay. Mais je ne sais pas si on va poursuivre après. On a un paquet de laboratoires avec lesquels on a envie de travailler, qui ont des idées qui sont fantastiques, avec lesquels on voudrait peut-être aller tester quelques produits finis. Je ne sais pas pour quelle durée ça va prendre, mais peut-être. Parce qu'aussi, c'est tellement, pour plusieurs personnes, c'est tellement nouveau. Les gens ont besoin, je pense, de voir le produit fini aussi pour comprendre à quoi ça peut ressembler. Quand on parle de cuir de pomme, puis on est déjà dans l'analyse, nous autres, du cycle de fin de vie, puis qu'on dit, c'est peut-être compostable, récupérable. Les gens font, oh mon Dieu, si je m'achète un sac à main, il va-tu se décomposer sur moi? Il y a beaucoup d'éducation, de pédagogie à faire. Puis, au-delà de la boutique en ligne, je prends mon propre exemple. Moi, je connais des gens qui s'achètent des chaussures sur Internet. Je ne suis pas capable. OK. Moi, il faut que je les voie, il faut que je les touche. OK. Même chose pour les vêtements. C'est de la misère à m'imaginer en ligne sur une photo qui peut avoir l'air belle. Donc, je prends l'exemple de ça. Tu sais, il faut le voir, il faut le sentir, il faut y toucher. Il me semble que... Oui, bien, je peux comprendre. Effectivement, il y a beaucoup d'éducation à faire, mais moi, c'est tous des trucs que j'ai achetés en ligne. Autant les chaussures que le sac à main, c'est tous des trucs que j'ai achetés en ligne. J'ai pas été déçue encore. OK. Fait que je pense qu'il y a comme peut-être un tabou ou une barrière qu'il faut enlever parce que l'achat en ligne est quand même là pour rester. Là. Mais demain matin, tu tombes dans le volet manufacturier. Es-tu Ouais. équipé pour commencer à produire? On est en train de s'organiser. On travaille avec des centres de transfert de technologie pour la fabrication de nos prototypages. Et on est en train de regarder pour des futurs partenaires de développement. Mais c'est pas réglé encore. Puis c'est des usines qui n'existent pas encore. Les installations ne sont pas tout à fait là. Fait qu'il va falloir adapter certaines chaînes de production pour adapter à notre recette. Donc, je lance l'appel en même temps si jamais il y a des entreprises dans la région parce qu'on veut rester local qui auraient ce genre de structure-là. On parle de quelque chose qui ressemble à une industrie de plastique, mais qui serait adapté à notre recette. Oui. On serait ouvert à discuter. Donc, on est encore un peu dans la phase, disons, de
du démarrage, Ah oui. si on veut, là. Oui, oui, oui. Ça a beau faire 2 ans, c'est assez long, c'est assez complexe, mais on est encore en train de se questionner à bien des niveaux sur la R&D. Puis on veut faire des bons choix, on veut prendre notre temps aussi à ce niveau-là, là. Donc on va prendre le temps qu'il faut. Où tu te vois dans 3, 4 ans, 5 ans? Ah, mon Dieu! J'ai tellement d'idées de différentes matières avec lesquelles j'ai envie de continuer de travailler l'industrie du cuir. J'ai envie de transformer l'industrie du textile, en fait. J'ai envie de me voir vraiment comme une ambassadrice pour tout ce qui se fait écologiquement, dans le cadre d'une économie circulaire. Puis, ouais, j'ai vraiment envie d'expérimenter un paquet de choses. Fanny Laroche, merci beaucoup. Ça fait plaisir! Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, et il a laissé parler son talent, ce grand artiste ici à Saint-Jean, mais maintenant il gratte la guitare. Absolument. Christian Sbroca est avec nous pour une émission complète. Ne manquez pas ça. Au cours des prochaines semaines, vous allez voir la ville de Saint-Jean abattre plusieurs centaines, voire des milliers d'arbres. Ce sont des frênes. On parle de cette maladie de la grille du frêne. Par contre, ils seront tous remplacés, mais quand même, ça va peut-être affecter un peu l'imaginaire populaire de voir ces arbres être abattus, mais bien sûr, ils seront remplacés. À demain. Bye-bye.